Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Diaspora. Je dis la seule émission au monde consacrée aux diasporas, mais aussi à la solidarité humaine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Abdelmalik. Alors Abdelmalik, déjà, la première chose, c'est qu'on a eu du mal à se dire qu'est-ce qu'on met en bandeau. Vous savez, en dessous, on met rappeur, auteur, compositeur, interprète, écrivain, réalisateur, metteur en scène, poète. Je dis, vous pouvez rajouter humaniste. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Et tu es vraiment un enfant de la diaspora. Et chaque en fait, parcours d'enfant de la diaspora est différent. Puisqu'on va le voir, tu es né à Paris dans le 14e. Tu es parti évidemment avec tes parents à 2 ans à Brazzaville. Et jusqu'à 6 ans, et tu reviens à Strasbourg. On va voir ce parcours singulier. Mais c'est vrai que toute histoire d'enfant de la diaspora est singulière. On commence toujours par une carte d'identité du pays d'origine de tes parents. Et on regarde ça, c'est la République du Congo, à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo, qu'on a déjà fait notamment avec Fally Ipupa. Et Brazzaville, la capitale, alors c'est évidemment un pays beaucoup plus petit que la République démocratique du Congo, 5 millions d'habitants, français, lingala, kituba pour les langues. Je commence, je n'ai pas dit de bêtises. J'ai le sentiment. On verra avec le recul, mais c'est très bien pour l'instant. Comment tu vas, Abdelmalik? Ça va, je commence par cette question. Je vais très bien. On fait en sorte de bien aller. Et on vit à un moment si particulier, c'est important. La santé, c'est important, on en reparlera. Parce qu'on partage le fait qu'on a commencé cette période où on a été malades, tous les deux. Enfin, c'est toi qui est intéressant aujourd'hui. Tu as été malade et c'était difficile. Oui, j'ai eu le Covid. Et à dire vrai, ça a été l'un des moteurs de l'écriture de mon livre, en fait. Et c'est ce que j'allais dire, en fait. Tu frôles la mort, parce que vraiment, c'est 3 semaines très difficiles. Covid, c'est plein de formes différentes. Et là, tu l'as dans une forme très délicate. Tu vois la mort dans les yeux. Et comme tu es poète, ça se transforme en création. On voit cet ouvrage qui s'appelle « Réconciliation ». Quel est le projet de ce livre ? L'idée, comme je te disais, c'est le moteur, ça a été le fait de me dire, de réfléchir plus que d'habitude sur la notion de finitude et sur la notion de mort, en fait. J'ai ce sentiment profond que si dans nos sociétés on parlait plus de la mort, peut-être que nos relations seraient différentes, positivement en tout cas. Donc il y a ça. Et puis j'étais aussi sur les réseaux sociaux, puisque à la 3e semaine, à la fin, j'allais un peu mieux, mais je restais alité, donc j'étais sur les réseaux sociaux. C'est très sévère, hein, sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est pas tant. C'est que j'ai vu une violence incroyable. Et je me suis dit, c'est incroyable que dans nos sociétés, maintenant, une violence aussi présente soit acceptée, tolérée. Et tout ça m'a motivé à écrire. L'idée, c'était de dire que si on a envie d'une véritable réconciliation, on doit être capable de faire la paix avec soi d'abord pour pouvoir faire la paix avec les autres et pouvoir construire ensemble. Et c'est vrai aussi que la grande idée de cet ouvrage, c'était aussi de dire que parce qu'on est en péché, parce qu'on vit un moment difficile, comment on va transformer cette catastrophe, j'ai envie de dire, en opportunité. C'est-à-dire que ce moment difficile permette qu'on puisse être plus ensemble, faire travailler le lien, travailler vraiment cet esprit de solidarité, d'empathie, et que ce soit concret. Et c'est vrai que nous autres poètes, on dit qu'on est un peu des gens comme ça, où on dit des choses qui ne sont pas nécessairement en phase avec le réel. Et j'avais envie de montrer ça à faux, dire véritablement, d'être force de proposition poétique et de dire qu'aujourd'hui, les artistes et les poètes et poétesses peuvent véritablement, concrètement diriger le monde. Se réconcilier, ce n'est pas seulement vivre ensemble. C'est ce que tu dis, vivre ensemble, on vit ensemble de toute façon, c'est faire ensemble. C'est faire ensemble. Et cet ouvrage, j'en parle, vraiment j'ai trouvé que c'était magistral. Et ce que je trouve, c'est qu'un ouvrage, ce qui fait la qualité, c'est son degré de vérité. Et là, tu es dans ce qu'on appelle parfois l'authenticité, mais là c'est vraiment le degré de vérité. Donc, merci beaucoup. Mais mon idée, c'est ça, c'est être véritablement sincère avec les gens, dire vraiment ce qui me porte, ce qui me motive, mais toujours dans cette idée de faire du lien. J'ai envie de dire que toutes les femmes et les hommes qui ont vraiment envie de changer les choses, ils trouvent véritablement quelque chose dans ce livre. Les autres, ça ne sert pas de le lire en fait. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avancer ensemble, qu'on puisse, encore une fois, cette réflexion, rapport à la solidarité, rapport à être ensemble, pour moi, c'est fondamental et c'est le centre de ma démarche. Abdelmalik, tu nous fais un deuxième cadeau et c'est la première rubrique. Tu nous as ouvert ton album photo, mon album photo.
Je le disais, tu es né à Paris 14e. On ne va pas mettre une photo de Paris 14e. En revanche, on va mettre une photo de Brazzaville où tu arrives à 2 ans, de 2 ans à 6 ans. Elle est magnifique cette photo parce que on voit le fleuve Congo qui sépare Brazza au premier plan et Kinshasa au second plan. D'ailleurs, c'est sans doute les 2 capitales au monde qui sont les plus proches. Alors, on ne va pas être technique, mais Vatican et Rome, c'est plus proche, évidemment. Et puis Vienne, Bratislava, hein, Slovaquie, Autriche, des 2 côtés du Nadu. Mais là, on a vraiment ces 2 villes. Est-ce que quelles sont tes odeurs d'enfance? Est-ce que tu as un souvenir de cette période de 2 ans à 6 ans à Brazzaville? J'ai le souvenir de quelque chose d'assez féerique, en vrai. Ce moment où les enfants, les adultes, on était vraiment tous ensemble et il y avait quelque chose, comme une sorte de parenthèse enchantée, où tout d'un coup... moi, je pense profondément que le début détermine la fin. Et le fait de pouvoir vivre en harmonie, en tout cas, même si c'est le souvenir que j'en ai, mais cette harmonie-là, comment dire, ça a été ma boussole jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vraiment ce sentiment-là d'avoir été dans une sorte toute proportion gardée, mais vraiment dans une sorte de paradis, en fait. Et c'est important. Je pense que voilà, le début est fondamental pour nous tous, pour toute personne. Alors, tu es à Brazzaville avec ta famille et notamment ton frère. Tu montres cette photo magnifique avec ton frère aîné qui a cette importance dans ta vie. Mon frère aîné, c'est d'abord, on a 3 ans d'écart, on est très très proches et lui, c'est lui qui compose toutes mes musiques, c'est mon compositeur attitré depuis toujours. Quand on a fondé notre groupe de rap dans notre cité NAP, il en était le leader. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'hyper important dans ma vie. Et avec ma fratrie, de manière générale, on est très très proches. Et lui, c'est l'aîné. Donc, fatalement, il y a ce respect. Parce que nos racines obligent le respect des anciens. L'aîné, voilà. Je vais le faire valoir pour toi. Parce que je suis plus âgé que toi. C'est ça. Le quartier qu'on voit, c'est le quartier Neuhoff. À 6 ans, tu reviens en France. Et c'est le bon côté, vous avez pris le Neuhoff. Oui, c'est ça. Raconte-nous l'autre côté. Parce que le Neuhoff, en fait, il se divise en 2. Il y a le Neuhoff cité, donc les cités HLM, etc. Et puis il y a le Neuhoff village. Le Neuhoff village, c'est l'ancien Neuhoff, où même historiquement, c'était les nantis qui venaient s'installer là, mais les choses ont bien changé. Et nous, on a grandi dans la cité HLM, où pour nous, l'abréviation HLM, ça voulait dire haut les mains, pour dire la dangerosité de l'endroit où on était. Mais avec le temps, les choses ont évolué positivement. Et voilà. Mais voilà, on a grandi quand même dans un contexte urbain, de banlieue, de quartier populaire difficile. Et on voit l'enfant que tu étais à l'époque. Tu as peut-être 13 ans, 14 ans sur cette un peu moins, 12-13 ans. Alors, tu es Régis à l'époque. Finalement, tu n'as pas changé de nom. Tu l'es toujours, et puis Malik, c'est roi. Exactement. Donc, Régis, roi. en fait, Abdelmalik, c'est la traduction de Régis en arabe. Régis en latin, Abdelmalik en arabe. Roi. Et en berbère, c'est l'ange. Si on veut être plus précis, c'est pas le roi, mais du roi. Du roi. Du roi. Donc, c'est différent. Donc, pour Abdelmalik, c'est vraiment celui qui est d'une certaine manière au service du roi, qui est le symbole de la divinité, de l'univers, enfin, au service des autres finalement. Et on voit là une image avec alors c'est ton groupe, je pense. Oui, c'est ça. Hein, c'est mon groupe NAP, New African Poet, avec fatalement Bilal au centre, qu'on a vu tout à l'heure, qui est au centre. Et voilà, il y a mon cousin Aïssa aussi sur la gauche ou la droite, selon comment on voit. Moi de l'autre côté. Et alors cette époque, c'est quand même la musique, la littérature qui te sauve. C'est ça qui se passe. Nous, on vit dans une cité où il y a 2 problèmes. D'abord, le chômage, le chômage qui touche surtout la jeunesse, mais surtout la délinquance liée aux drogues dures, notamment l'héroïne. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup de drames, comme vous devez vous imaginer, beaucoup de drames, la délinquance, enfin des choses assez difficiles, les rapports compliqués avec la police. Et nous, on a eu envie de dire qu'on pouvait venir d'une cité et faire quelque chose de nos vies, qu'on pouvait transcender notre condition. Donc moi, à la même période, je rencontre, enfin un peu plus jeune, mais je rencontre la littérature. Donc la littérature, le rap, tout ça, véritablement, ça me sauve la vie. Ça me permet finalement de prendre du recul sur les choses et puis de grandir. Grandir à tel point que tu offres ta première œuvre, en quelque sorte individuelle, en 2004, qui est le Face à Face des Cœurs. Et puis, en 2006,
l'album Gibraltar. Ouais. Peut-être tu peux nous donner une anecdote que tu m'avais faite il y a quelques années sur ces deuxièmes albums où tu demandes en fait une chance d'être ton identité, de présenter ton identité, qui est vraiment ta voix propre. Ouais. Donc avec mon groupe NAP, on a évolué ensemble pendant une dizaine d'années, on a sorti 4 albums, on est devenu un groupe national pour les gens du milieu du rap et tout. On a fait plusieurs tournées, etc. Et puis arrive un moment où certains se marient, il y a plein de choses qui arrivent. Et j'ai senti peut-être que c'était le moment pour moi de faire une carrière solo, évidemment toujours entouré de mon groupe et particulièrement de Bilal. Donc je fais un premier album. Très bien, genre de tour de chauffe. Et quand j'arrive sur mon second disque, Gibraltar, il y a vraiment cette idée de dire que j'ai ma singularité, j'ai mes passions, j'ai mon amour pour la littérature, ma vie, mon rapport à la spiritualité, etc. Je me suis dit, c'était important pour moi maintenant de faire une œuvre singulière en déconstruisant d'une certaine manière le rap et en faisant quelque chose qui soit totalement en phase avec qui je suis. Donc ça ressemble à une sorte de recueil de nouvelles, c'est la rencontre du jazz et du hip-hop bien sûr, de la chanson française, de la musique africaine. Pour les plus jeunes, on l'a expliqué très simple, pour les plus jeunes, on va passer Gibraltar. Bon, allons-y. C'est parti. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra, comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir Abdel Malik, on s'est dit combien de temps on va passer Gibraltar et on s'est dit en une minute, on va tout mettre. Non, on va pas tout. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est pas esclave, qui n'est plus esclave. Cet homme qu'on voit là avec son chapeau, on va voir cette image, tu m'as envoyé cette photo qui est absolument incroyable, et le produit de plein de penseurs différents, et en particulier dans l'ouvrage Réconciliation. Tu remercies un certain nombre de penseurs. Peut-être d'un mot, Césaire déjà. Césaire, pourquoi il est dans ce panthéon des penseurs de la réconciliation? C'est une figure fondamentale, et j'emploie ce mot à dessein. Tout simplement parce que ton émission s'appelle Diaspora. La pensée de Césaire, finalement, c'était de fédérer, de rassembler tous les Noirs et de dire finalement des Noirs, que ce soit les Noirs d'Afrique ou les Noirs d'ailleurs, la diaspora donc, et de dire finalement que Noir c'est comme un département de l'humanité. C'est-à-dire que si l'humanité est un pays, être noir c'en est un département. Et en ce sens-là, il s'agit de se connaître, de savoir qui on est, de savoir qu'est-ce qui nous distingue, notre être au monde, notre rapport au monde, nos particularités. Nos forces, nos faiblesses, etc., etc. Et c'est fondamental, encore une fois, parce que ça participe à notre construction en termes d'identité. Et on sait où on va quand on sait qui on est. Et Césaire est une figure centrale pour ça. Et ça a été, encore une fois, un référent hyper important pour moi dans mon évolution, dans le fait de grandir. Il y a la construction, effectivement, à partir de la négritude. Ouais. Tu as choisi aussi Glissant, qui est aussi un enfant de Césaire. Et Glissant, Édouard Glissant, qu'on voit, il est aussi, c'est la créolisation, hein, c'est l'ouverture au monde. Un mot de Glissant la grande différence, c'est important, parce qu'il y a une différence importante entre Césaire et Glissant. C'est que Glissant réfléchit par rapport... autant Césaire, c'est dans le cadre de... On est dans la colonisation... continuation de la période coloniale, donc continuation de l'esclavagisme, etc. Autant quand Glissant parle de créolisation, c'est OK, c'est des gens comme moi. Je m'appelle Abdel Malik, mes parents sont originaires du Congo, Brazzaville. Avant d'être musulman, c'est le catholicisme dans ma vie. J'ai grandi dans un quartier populaire, je suis rappeur, etc., etc. Comment, avec cet hétérogène, on crée de l'harmonie. Et Glissant nous parle de ça. Notamment quand on parle du concept de créolisation, c'est bien ça. Donc c'est vraiment une réflexion sur
sur l'homme, et pas seulement l'homme noir, j'ai envie de dire l'homme en général, aujourd'hui, au XXIe siècle. En ce sens-là, la pensée de Glissant, elle est cruciale pour comprendre la modernité ou la postmodernité. Et d'ailleurs, les historiens de Rome, quand ils veulent expliquer ce que c'est qu'un gallo-romain, ils vont chercher le concept de créolisation. En disant, ils sont habillés comme des Romains, ils parlent du celte, mais évidemment pas d'idée de latin. Donc c'est la force de ce concept-là. Tu as voulu mettre aussi Abdelkader dans ce panthéon. L'émir Abdelkader l'Algérien, parce que pour moi, l'émir Abdelkader l'Algérien, qui est connu comme un grand guerrier qui a résisté, mais qui, en plus de ça, finalement, ça c'est une partie minime de qui il est. En réalité, c'est d'abord un grand maître spirituel, soufi. Et pour moi, c'était important de parler de la vérité, de la beauté de la spiritualité musulmane, à une époque où finalement l'islam est attaqué de toutes parts. Et souvent de manière injuste, parce que une minorité qui se réclame de l'islam fait des horreurs absolues, et c'est important de faire le distinguo. Et la figure de l'émir Abdelkader, elle est hyper importante, parce que c'est cette figure-là qui nous fait comprendre que la spiritualité, c'est le fait de comprendre que tous les êtres humains sont connectés et qu'on fait partie tous d'une grande famille qui est la famille humaine. Il y a un dernier pour ce panthéon de 4 personnes qui est Camus. Qui est Camus. Et là, on va peut-être effectivement dire un mot du projet de midi, mais on va surtout renvoyer à ton ouvrage de 2016, je crois, qui s'appelle Camus, l'art de la révolte. Alors, on va laisser les gens le lire un peu et aller voir ce que Abdelmalik dit de Camus, l'art de la révolte en 2016. On va passer à la deuxième partie qui est solidaire. Tu es, Abdelmalik, parrain d'une école, d'une association qui s'appelle TOT. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept du... Alors, TOT, c'est une école diplômante en direction des migrants. En fait, l'idée de cette école, c'est de dire que voilà, les migrants, les exilés, donc se retrouvent dans des situations parfois compliquées. Et l'idée, c'est de dire que quand ils se retrouvent en France dans ces situations compliquées où ils doivent ou régulariser leur situation, enfin où il y a toutes ces questions administratives, eh ben, qu'ils puissent néanmoins aller à l'école et avoir des diplômes, et que ces diplômes, ils puissent les utiliser non seulement en France, mais partout en Europe et dans le monde également. Et de dire que pendant toute cette période, pendant cette odyssée qu'ils vivent, eh ben, il y a aussi cette possibilité de s'éduquer, en tout cas d'apprendre non seulement la langue du pays, mais aussi de se former, d'avoir un métier en plus que celui qu'ils ont certainement peut-être, et de pouvoir justement travailler à s'intégrer, à connaître la culture de leur pays d'accueil finalement. Pays d'accueil où c'est plus ou moins compliqué et plus compliqué que moins. Mais l'idée, c'est de dire que la clé de voûte, c'est l'éducation. La clé de voûte, c'est le savoir et la culture, et que tout le monde a droit à avoir accès à la culture, au savoir et à l'éducation, notamment quand on est dans un pays comme la France, dans un continent tel que l'Europe, qui est censé être ce pays d'ouverture et d'acceptation des autres, et d'être un pays, un continent refuge. On va voir un petit reportage qu'avait fait RFI il y a quelques mois sur l'association. Jeunes adultes qui arrivaient d'Afghanistan, du Soudan. Dans le grand salon de la Sorbonne, ces dorures, ces tableaux anciens, une vingtaine de réfugiés et de demandeurs d'asile écoutent, des étoiles dans les yeux, le recteur de l'Académie de Paris. L'apprentissage de notre langue est non seulement un vecteur d'intégration, mais c'est aussi un instrument de reconnaissance de votre propre identité, d'expression de votre trajectoire. Félicitations à vous tous. Émus aux larmes, les dirigeantes de l'école prennent les diplômés dans leurs bras. Content ? Ouais, je suis très content. Ouais. Je m'appelle Khalil, je viens d'Afghanistan, j'ai 19 ans. Énorme sourire sur le visage de ce jeune homme costaud, arrivé en France il y a seulement 10 mois. Il ne lui en a fallu que 4 pour s'exprimer ainsi. Les réfugiés, s'il veut continuer sa vie dans l'Europe, d'abord il faut qu'il apprenne la langue de ce pays. Et après, il peut continuer sa vie facilement. Bien sûr, tous n'ont pas la même aisance. Je suis très content aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout. Beaucoup de travail. Très difficile, très difficile. Un à un, les diplômés viennent chercher leur sésame, accueillis par Mariam Kamara, responsable de l'enseignement et de la formation à l'école TOT. J'appelle donc monsieur Khalil Akbari pour son diplôme.
On a eu une quarantaine d'individus qui ont aujourd'hui le pouvoir d'atteindre leurs objectifs. On peut, du moins on l'espère, les mener vers un horizon un peu plus beau. Les professeurs rémunérés au tarif normal assurent 8 heures de cours par semaine. Camilla Sefta, qui a quitté l'Algérie dans sa jeunesse, salue la motivation de ces hommes et de ces femmes dont la langue d'origine est souvent très éloignée du français, qui souvent n'avaient jamais été à l'école. Certains ne savaient pas tenir un stylo. Je pense que l'école Todt propose un espoir, un très bel espoir, parce que c'est ce qui devrait être fait un petit peu partout. Ces réfugiés, avec toute leur volonté, nous apportent quelque chose. 93% de reçus pour cette première promotion. Certains veulent devenir mécaniciens, commerciaux, informaticiens. D'autres veulent poursuivre des études. Todt, c'est pas juste une école pour prendre le français. Par exemple, aider pour trouver logement ou pour trouver formation pour travail. C'était une famille que je n'oubliais pas. Jamais. Dans quelques semaines, les inscriptions rouvriront pour une nouvelle session, 160 heures pour faire un grand pas vers l'intégration. Abdelmalik, tu dis que l'illettrisme, l'accès à la langue, c'est aussi la clé de l'autonomie. Totalement. C'est exactement ça. On vit dans un monde d'écran, mais il y a quand même beaucoup d'écrits autour de nous. Ouais. Et une petite anecdote pour comprendre, c'est que j'étais dans le métro avec un monsieur qui me dit où aller. Et il était sur la bonne ligne. Mais évidemment, il ne pouvait pas lire la station. Donc il y avait à la fois cette impossibilité d'être autonome, de se déplacer simplement, et puis aussi un peu cette honte de dire, voilà, je ne peux pas lire, je ne peux pas expliquer, donc il tournait un petit peu autour du pot. Qu'est-ce qui t'a vraiment conditionné à te dire, c'est cette association que je veux aider? Déjà, quand cette association s'est montée, moi je suis parrain de cette association depuis le début. Quand elle s'est montée, ils sont rentrés en contact avec moi directement, mais parce que depuis longtemps, mon combat contre l'illettrisme, le fait de défendre la littérature, l'écrit, la culture de manière générale, pour moi c'est hyper important par rapport au mot exact que tu as dit, l'autonomie. Comment à un moment donné on peut penser par soi-même, comment à un moment donné on peut donner son avis, comment on peut être force de construction. Et bien forcément ça passe par le fait de lire, par le fait d'écrire pour certains, mais en tout cas de pouvoir s'exprimer, exprimer son monde intérieur, exprimer sa pensée. Même si on veut contester quelque chose, et ben pour la contester de la bonne manière, on a besoin des mots. Et j'ai envie de dire, notre rapport est déterminé par rapport à notre sac de mots. Plus notre sac est petit, plus il y a de la violence, plus notre sac est grand en termes de mots, et plus on est dans le dialogue, dans le partage et l'écoute. Je note, plus notre sac de mots est petit, plus il y a de la violence. Eh oui. Je vais être très concret. Pour aider l'association Todt, vous allez sur le site internet. Et ce site internet, vous allez voir même sur le deuxième écran, faire un don. Voilà. Donc là, vraiment, c'est un site très bien fait. Et donc, vous aidez cette association, si vous le souhaitez, pour les réfugiés et les demandeurs d'asile qui... voilà, avec des résultats très concrets en termes de diplôme. Là, vous avez les valeurs de l'école, l'égalité, le respect, évidemment, le professionnalisme et la solidarité et le partage. On en vient à la dernière partie qui est une interview optimiste. On en a besoin en ce moment, de l'interview optimiste. On en a besoin, et pas qu'en ce moment, on en a besoin tout le temps. Quel est le paysage qui te rend heureux? Le désert. Quand je vois le désert, c'est apaisant, et puis ça nous ramène finalement, c'est en miroir, ça nous ramène à nous-mêmes, c'est important. Donc le désert, et tu t'y retrouves Je m'y retrouve parce que c'est une invitation à visiter son monde intérieur. Quel est le livre qui te fait plaisir, que tu relis, que tu conseillerais? Il y en a plusieurs. Dans nos discussions, qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dû te dire, il y en a tellement des livres. Tu m'as parlé du livre d'Eva de Vitré. Ah, voilà. Meyerowitz, qui s'appelle L'Islam, l'autre visage. C'est-à-dire, il y a tellement de livres qui sont des livres importants pour moi, mais celui-là, oui, c'est vrai, je t'en ai parlé parce que c'est un livre important. L'Islam, l'autre visage, parce que justement, il montre un autre visage de l'Islam, et j'ai envie de dire, il nous amène vers la vérité spirituelle de l'Islam, cette ouverture, cet Islam d'amour. Et donc voilà, l'Islam, l'autre visage, Eva de Vitré-Meyerowitz, qui était l'une des plus grandes islamologues du XXe siècle, donc c'est important. Voilà. Le film qui te rend heureux?
Alors le film qui me rend heureux, c'est comme les livres, il y en a énormément, mais là j'ai envie de te dire le Little Buddha de Bertolucci. Encore une fois, c'est cette invitation à l'ouverture et aussi le fait de comprendre que la spiritualité c'est essentiel. Et dans un monde qui est tourné vers l'individu et le matérialisme à outrance, c'est important de relativiser, la spiritualité permet ça. Et c'est l'histoire que raconte Bertolucci dans son Little Buddha. On parle du cinéma, c'est l'occasion évidemment de rappeler que tu es le réalisateur, metteur en scène aussi de ce film, qui est une adaptation de ton ouvrage Qu'Allah bénisse la France, 2016, d'ailleurs 2014. On va voir d'ailleurs le teaser. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. Ok, il pleut sur la thèse comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous embarquez pour rien là? Oh, je parle comme je veux, lâche-moi grave, je te dis. Oh, toi t'es mon petit frère. Je parle comme ça aux gens, tu me fous là devant tout le monde. Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling-bling. Brigitte va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocampe là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi ça va rester Hippocampe. C'est Hippocampe, c'est Hippocampe. Ah, ça deal pas de la coke ou de l'héros. On peut au moins vendre du shit. Si on tombe pour la coke ou le touch, c'est grosse peine. Il n'y aura pas de groupe de peurards, rien. T'as besoin de gens rares? Moi j'en ai. C'est ça la solidarité, cousin. Je t'ai choisi un prénom? Abdel Malik. On était au concert de la laiterie le mois dernier, c'était super. Tout le monde est au courant qu'on passe à Planète Rap ou quoi? Ah bien sûr. J'ai reçu une lettre du tribunal, frère. Je parle de JP, je vais prendre JP, j'ai appelé Planète Rap. Rappelle-toi le lycée, t'avais fait un choix. On ne doit pas se sentir étranger dans notre pays. Et notre pays, c'est la France. J'espère que le teaser, j'en suis sûr, vous donnera envie, pour ceux qui ne connaissent pas le film, d'aller voir le film, qui est vraiment très très beau. Une photo magnifique d'ailleurs, ce choix du noir et blanc. Une rencontre, Abdelmalik, qui t'a rendu heureux et qui continue à te rendre heureux. Je dirais Juliette Gréco. Si on parle de l'art et de la culture et d'une certaine manière de la France incarnée, parce que c'est ce que je lui disais souvent à Juliette, qui a été la France incarnée. Et elle me disait très gentiment, toi aussi. Et c'est voilà, cette idée de réconciliation, ça passe aussi par la reconnaissance. Et voilà une femme merveilleuse qui a représenté et qui continue à représenter les belles valeurs de la France, de cette France humaniste, ouverte. Et voilà. L'occasion de lui rendre hommage, que nous a quittés évidemment il y a peu de temps, et tu racontes dans ton livre, on ne va pas dire l'indécence, mais la manière dont les chaînes d'information se jettent sur toi, sachant évidemment le lien de proximité que vous aviez. Et tu dis très justement, j'avais le cerveau, comme tu expliques, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Donc, voilà. Donc c'était un moment particulier. Ouais. Quelle est ta raison d'espérer? Je pense que le mot réconciliation, forcément, est au cœur de cela. Ma raison d'espérer, c'est que la France a une jeunesse incroyable. La France a des valeurs et des principes qui font que, on parlait de Todd tout à l'heure, que des gens, encore aujourd'hui, ont le sentiment que c'est un endroit où on peut vivre en liberté, où la justice est véritablement exercée, etc. Et je me dis que, ayant conscience de ça, faisons en sorte de revivifier ces valeurs-là, faisons en sorte de nous guérir de la maladie de la com, où on dit des choses qui ne se manifestent pas dans le réel. Et voilà, quand on a des principes et des institutions comme ça, faisons en sorte que lorsqu'on parle de justice, qu'on voit ça véritablement sur le terrain. Lorsqu'on parle d'ouverture, qu'on ait la décence de bien traiter justement ces exilés, ces migrants qui viennent chercher ces valeurs qui font que aujourd'hui, toi et moi, nous soyons là où nous puissions échanger de cette manière. Et j'y crois fortement parce qu'il y a des femmes et des hommes de bonne volonté qui se battent pour ces valeurs positives, et j'espère faire partie de cela, ou en tout cas j'espère inspirer en écrivant
un livre comme Réconciliation. Des passages dans ton ouvrage qui peuvent paraître sombres, hein, quand tu dis le temps est inédit, la peur sans l'espoir au bout. Ouais. C'est vrai que dans toutes les périodes historiques, on peut dire on a eu peur, mais avec un espoir au bout. Et là, il y a ces temps d'incertitude, on ne sait pas vraiment où on va, on se dit à quel moment on va sortir de tout cela. Alors de tout cela, ça veut dire à la fois pandémie, mais crise aussi sociale, économique. Et à la fin, c'est presque... Tu dis ce que tu mets derrière ce mot de réconciliation. Alors, il y a même des pays où il y a des ministres de la réconciliation. Hein. Au Burkina Faso, par exemple, il y a un ministre de la réconciliation. Et finalement, d'un mot, pour toi, la réconciliation, ça passerait d'abord par quoi? La réconciliation, ça passe d'abord par le fait de s'aimer soi-même. Parce qu'on peut se réconcilier avec personne si on ne s'aime pas soi-même. On doit d'abord se réconcilier avec nous-mêmes. Et se réconcilier avec nous-mêmes, ce n'est pas juste un terme sentimental. C'est aussi rapport à notre propre histoire, rapport à notre propre histoire à la fois personnelle, mais aussi l'histoire notre histoire de vie liée à la grande histoire. Et pour ça, on doit être capable de déposer notre sac de douleur et regarder devant. Et une fois qu'on a cette harmonie, cette paix en nous, à partir de là, on pourra se réconcilier avec les autres et avancer. C'est pour ça que c'est fondamental, une émission comme la tienne, le fait de parler de diaspora, c'est aussi le fait de remettre du sens à l'intérieur de soi, de se dire je fais aussi partie d'une communauté et que ma communauté, ce n'est que le symbole de la seule communauté qui compte finalement, qui est la communauté humaine dans son entièreté. Voilà. Merci Abdel Malik. Merci à toi, merci de m'avoir reçu. C'était un très beau moment. Merci à vous, prenez soin de vous, réconciliez-vous, aimez-vous vous-même, c'est ton mot. Ouais. À très bientôt et on termine sur Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur.